Donc, à mes côtés, Virginie Schwartz, bonjour, merci de nous rejoindre, la directrice de l'énergie, à la Direction générale de l'énergie et du climat. Jean-Louis Ball, le président du CER, le syndicat des énergies renouvelables, qui va aussi nous apporter cet éclairage sur ces questions. Et puis Fatih Birol, qu'on est ravi d'accueillir, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. I will start with you. I will ask you a question in English, but if you want, you can have a translation. You have a little after when the talk in French if you want, to understand. C'est un peu particulier. L'oreille est un peu particulière, si vous voulez. Mais bon, ça va fonctionner très bien. L'Agence internationale de l'énergie, normalement, devrait dévoiler dans quelques jours, je crois que c'est la semaine prochaine, son prochain rapport. Déjà dans le dernier, mettait en avant le solaire, un fer de lance de la percée des énergies renouvelables à l'horizon 2032, alors notamment en Chine, on le sait, en Inde et aux États-Unis. Ça, évidemment, je pense que le prochain rapport, the next, you will say a little bit more, even if you don't speak a lot about this. It will be after in 1 week. First of all, first question. I've got one question, 3 questions in 1 question, but it will be the same. What are the trends in the development of renewables worldwide? What do you see coming? In first of all, Fatih Birol. Thank you very much for the question. Thank you very much for inviting the International Energy Agency. It's a great privilege once again to attend your meeting, Mr. Bal, with your colleagues. Now, before going to renewable energy, I would like to say that we need renewables and energy efficiency, first of all, to address perhaps the most strategic challenge we are facing today, climate change. We want to reduce the CO2 emissions, which is the headache of the world today. But let me start with giving you some bad news. So, in Paris, we had the agreement, 2015, very good, and the agreement, the target was to go 2 degrees and below 2 degrees temperature. This to happen, we have to see CO2 emissions start to decline, and, as it was in Paris Agreement, around 2020, we have a peak and it declines. Now, this is the target, this is the path, 2020 and then decline. But now, I will give you some worrying numbers. After year 15 and 16, for the first time in the history, global emissions did not increase. They were flat. 15, no increase, 16, no increase. This is not good enough not to have an increase. Flat is not good enough because we want to see decline, but better than nothing because in the past they were increasing. So we hoped, as the IEA, 15, 16, no increase of the emissions, and we hope at least it stays like this and soon to decline. But 2017, emissions increased again. Okay? We want to say decline, but they are increasing. And we have announced this 2017 emissions increased a few weeks ago. But now, my bad news. When I look at the first 8 months of the data of 2018, this year, 8 months of data of oil, gas, coal, and everything, and as many of you know, and our Vice Chair of Governing Board, Madame Schwartz, knows very well, I make my hands dirty with data. I love data. And the bad news is, it will be only a big positive surprise if we don't see 2018 emissions increase again globally. So 17 increase, 18 increase. We are, I wouldn't say we are not following Paris, but current trends are completely opposite of Paris. Paris wants to see a decline, and we are seeing an increase. So this is extremely important. Okay? Now, what to do? Renewables is one of our major
opportunities. There are, but renewables alone are not enough. We need efficiency and other clean energy technologies. Here, when I look at around the world, I see that there's a big push for renewables, especially solar and wind. Last year, we have not seen the impacts yet, but last year, more than half of the new power capacity in the world was solar and wind. The rest, everybody put together. Solar and wind, more than half of the new electricity power plants in the world. Who are the leaders, as you ask? There is one leader, and then second type of leaders. One leader, today, China is by far the champion of renewables. Solar, wind, hydropower, and other clean energy technologies, by far. And India, from which I came only a few weeks ago, only 2 years ago, Prime Minister Modi put a target, 175 gigawatt, and many people thought it was too ambitious. And the minister himself told me 2 weeks ago, the Minister of Power, they are now about to exceed the target which was told to them that it was ambitious. Mainly solar, but also wind. And here, I would tell you that the International Solar Alliance, the France and India working together, is a very good signal also for Africa, where we can hope to see a big jump. Now, if I will say a couple of things on Europe, and I stop here. Now, in Europe today, our electricity system, power system, is based on mainly coal, gas, nuclear, and renewables. But it is changing very quickly for two reasons. One, there are major retirements because our power system is an old one. Power plants, like the human beings, they come to a certain age and then they retire. So what we are seeing is coal share is going to decline because of they are coming to a retirement age. The coal plants are in about 41, 42 years old, the average age. And some of the countries are pushing early retirements of coal, such as France, such as UK and other countries. This is number one. Nuclear power, very few new additions. I'm talking about Europe in general. And retirements are coming, and some countries phase out, such as Germany and others. Natural gas, this is very important. Natural gas is increasing in the next 4 or 5 years, but then starts to decline in power sector because efficiency measures, especially in the heating system, takes place, and the renewables are coming later. Now, solar is going to grow stably, but now the surprise for many, in less than 10 years of time, right after 2025, wind becomes the largest source of electricity generation in Europe. So wind, number one, electricity generation of Europe, less than 10 years of time, right after 2025. This is a big success story. This is a big success story of Europe, a technology which has been very recently become economic, becoming in 10 years of time the number one source of electricity generation in Europe. So I'll finish by saying, putting 3 keywords here, and I will come back later. One, offshore wind can be a very important factor for entire Europe and European energy industry, number one. Second, an issue that I will come perhaps later if I have the opportunity, there is one forgotten orphanage, renewable energy. We talk about wind, solar, hydro, which is bioenergy. Its share is very big. I will come to it in a moment. And third, while wind and solar are growing, which is a good news for the climate change I mentioned in the beginning, there is a very important challenge, how we integrate
those renewables in our electricity systems in order to make it economic and also secure for our networks. So in a nutshell, we see renewables are growing very strongly, driven by China, India, emerging countries. And solar is very strong, but wind can be a major selling point for Europe, especially offshore wind, maybe linked with hydrogen here. And I see a strong potential for biomass. I can come that later. But the challenges remain in terms of policy support for renewables, in terms of the economic support, but also how to integrate them to our electricity systems. So you talk about technology, about countries. You start to talk about policy. So now we are going to talk about government and policy. What policy tools should the government use to accelerate deployment, but also keep subsidy costs reasonable? So I guess there are many colleagues here from the renewable energy industry. I tell my colleagues from the renewable energy industry, first of all, please be careful when you talk with the governments. We are in the governmental building. We have a distinguished representative of the French government, Virginie Schwarz here. Don't say that the renewables are so cheap. They are getting cheaper, but we still need government support. So attention, so don't go too much. They are getting cost effective, but we still need for renewables government support here. Without that government support, the wind may go other way around. This is number one I want to say. Number two, in many countries, there are substantial amount of subsidies for fossil fuels. According to our numbers, today more than $300 billion goes to fossil fuel subsidies for consumption, coal, oil, and gas. And this is more or less equal to each year the global investment for renewables, just to put it in a context. So therefore, government support is, in my view, still very important. We should not forget this. If we forget this, we give signals which are going, in my view, in the wrong direction, and the renewables are still a new technology. I mean, compared to coal, oil, gas, and nuclear, and the investors will be hesitant, will be scared if they get mixed messages from the governments, and because those investments are long-term investments, and you will forget it. In my view, it is very important to make sure that the renewables growth needs to accelerate thanks to the government support, because what we are seeing here is the following. Electricity consumption in the world and in Europe grows fast and 2 times faster than the total energy demand growth. So energy is growing, total energy, oil, gas, electricity, blah, blah, but electricity grows 2 times faster. Our lives are being, and economies are more electrified every day because of the modern lives, because of the digitalization, because of the comforts we are seeking. So therefore, it is very important to decarbonize the electricity system. But, and we are successful here worldwide. We are seeing renewables are coming. I mentioned Europe, big success story. But when we talk about the CO2 emissions in Paris, we did not agree. There was no agreement. I don't remember. Maybe Virginie can remember. We are going to reduce the emissions from the electricity sector. The agreement is we are going to reduce the CO2 emissions from the entire energy sector. But today the attention is for renewables mainly on the electricity sector, which is only 20% of the total energy consumption. There is the need for heating homes, and for industry and transportation sector, renewables to also penetrate there. Just penetrating power sector is not enough. We looked at the IEA, all the countries of the world. How many countries give support to renewables, since you asked about policy support,
renewables in the electricity sector. 120 countries have specific governments, specific policy support for renewables. When it comes to, for example, renewable support for the heat at home or heat use in the industry, it is less than 20 countries, 18 exactly. So 120 to 18. So we need policy support, in my view, continuous policy support for the power sector, but since the CO2 emissions coming from power or heat, it is the same for the atmosphere. Atmosphere doesn't count, which is power sector, which is industry sector. We have to get policies for the heat and others. So this is a point that I wanted to also highlight. And at last, we will talk about enterprise, because this event is dedicated to enterprise. What could drive an increased direct use of renewables for enterprise and by enterprise? Okay, so there are definitely well-known issues that my colleagues will also talk about the self-consumption of the enterprises. This is something very important. It's going across the world in big time, small and medium enterprises. And you also mentioned in the beginning the PPA agreements designed in a very well way is very important. And each country has its own PPAs depending on their conditions. And of course, many countries use, in a successful way, green certificates. So these are very well-known, established, and more getting mature policies. But there are two areas that I wanted to bring to your attention and stop there. It is using in the waste, biomass waste in the industry sector, especially cement sector. It's a big cement sector. Don't underestimate this. It's one of the major pollutant sector today. And using waste in the biomass waste in the industrial cement sector could be, in my view, a very important one. Another one is, for me, hydrogen, renewable-based hydrogen sector for iron, steel, petrochemical as a feedstock. I can tell you that overall in the world, I travel many countries, and unfortunately, I should say, but I see a big interest for hydrogen. Japan is the next chair of G20. Japan has chosen hydrogen as a key topic for the G20, guided by Prime Minister Abe himself. European countries, just last week in Linz, in Austria, where we had the EU chairmanship in Austria, they signed a hydrogen agreement, almost all the European 25 countries. And I see there is a big opportunity here, both in terms of wind, but also beyond, and a topic that the European industry, European countries can make use of, and as such, of course, the companies. To finish, I wanted to say that when I said I go throughout the world, since I think almost everybody is French here except for me, I can tell you I can make a compliment, which is very rare. Wherever I go, it can be India, it can be Asia, it can be North America, South America, they have a big appreciation of French and President Macron's leadership when it comes to climate change. And this is not just empty words. It is very much appreciated. I hear from the ministers, prime ministers, the France stubborn and determined leadership for Paris and the climate change. This is very much appreciated, and I hope this marries very well with your plans in terms of renewables today and tomorrow of renewables, linking with new technologies, and hopefully it will be a part of the companies here that we find clever, smart ways that the companies buy renewables, and then their pockets are in a better shape, and they feel much better themselves as a person. Thank you.
Thank you very much, Fatih Birol. Merci beaucoup pour cette introduction. On a bien compris les enjeux internationaux. On aura donc le prochain rapport de l'Agence internationale de l'énergie normalement dans une semaine. Alors, on va passer, vous avez fait la transition évidemment à la France avec vous, Virginie Schwartz, directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat. Bon, vous l'avez bien entendu, hein. Toujours besoin du soutien du gouvernement, c'est ce qu'a dit Fatih Birol. Peut-être rappeler, pour d'ailleurs d'abord prendre un peu de recul sur le sujet, peut-être les objectifs de la France aussi en matière d'énergie renouvelable. Merci, bonjour à tous. Je remercie Fatih d'avoir salué l'action de la France en matière de climat et d'énergie. C'est vrai que nous nous sommes donnés avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte des objectifs ambitieux en matière de climat, en matière d'efficacité énergétique et puis en matière d'énergie renouvelable. L'objectif d'atteindre 32% d'énergie renouvelable en 2030 dans notre mix énergétique, donc toutes énergies confondues, électricité, chaleur, carburant, gaz, etc. Et donc 40% d'électricité renouvelable d'ici 2030. C'est un peu plus que doubler notre situation actuelle. Donc c'est un objectif très ambitieux en peu de temps. C'est un objectif. Ce sont des objectifs ambitieux. Ce sont des objectifs qui ensuite sont déclinés filière par filière dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est notre feuille de route énergétique sur une période de 10 ans, feuille de route qu'on refait tous les 5 ans et que nous sommes en train de refaire pour que, autour de la fin de l'année, on ait de nouveaux objectifs qui iront jusqu'en 2028. Donc on sera presque en 2030 pour atteindre ces objectifs de 32% d'énergie renouvelable. Oui, Thomas Courbe disait que c'était pour fin octobre, c'est ça, normalement, alors, à peu près. Le ministre d'État, François de Rugy, a annoncé que le premier jet, je dirais le premier projet de programmation pluriannuelle de l'énergie serait disponible fin octobre, sachant qu'ensuite, ce document est soumis à un certain nombre de consultations, des consultations institutionnelles d'un certain nombre de comités, et puis une consultation du public sur Internet, à laquelle chacun pourra participer et qui complétera un débat public qui a eu lieu au premier semestre de cette année, organisé par la Commission nationale du débat public, pour entendre ce que tous les Français avaient à dire sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Programmation qui ne se limite évidemment pas à la question des renouvelables, mais qui traite l'ensemble des sujets de la politique énergétique, économie d'énergie, mais aussi sécurité d'approvisionnement, développement des réseaux, compétitivité, emploi, etc. Donc j'imagine pour le moment, on ne peut pas en dire grand-chose, j'imagine. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y aura dans la prochaine PPE, mais on a déjà aujourd'hui une PPE qui va jusqu'en 2023. Donc ça nous donne quand même de la visibilité, qui donc décline ses objectifs par filière et qui, pour la première fois, surtout, avait indiqué un calendrier de déploiement des appels d'offres et donc finalement qui avait d'emblée mis en cohérence les objectifs que nous nous fixions et les moyens qu'on avait pour atteindre ces objectifs. Ce qu'on commence à voir sur l'année 2017, qui a été une bonne année pour les énergies renouvelables, et sur le début de l'année 2018, on commence à voir l'effet de cette politique de lancement régulier, cadencé, systématique d'appels d'offres, l'effet des augmentations de volume aussi qui ont été décidées par Nicolas Hulot peu de temps après son arrivée sur le solaire, en voyant que certes, ça progressait, mais on n'était pas encore tout à fait dans le rythme et que ça ne progressait pas assez vite. Il avait augmenté de 1 gigawatt par an, donc c'est quand même pas rien, les volumes sur le solaire. Et puis, on commence à voir l'effet de toutes les mesures de simplification qu'on a mis en place et qu'on continue à mettre en place depuis à peu près 4 ans. Simple suppression de procédures, raccourcissement des délais sur les appels d'offres, suppression d'une instance de recours sur l'éolien en mer et demain sur l'éolien terrestre, puisque on sait que c'est aujourd'hui un des facteurs qui ralentit le projet, etc. On a eu, dans l'année qui vient de s'écouler,
3 groupes de travail, filière par filière, animés par le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, d'abord sur l'éolien, puis sur la méthanisation, et puis finalement sur le solaire, avec en tout une 60aine de mesures qui sont en train d'être mises en place, construites avec les acteurs pour continuer à faciliter, à accélérer toujours plus. La simplification, de toute façon, c'est jamais fini. Donc vous voyez une accélération, parce qu'on parlait d'objectifs, on sait très ambitieux. On sait bien que la France a quand même pris un petit peu de retard par rapport à ses objectifs. Donc là, vous voyez qu'on est dans un bon train, si on veut parler en anglais. On commence à voir l'accélération, on commence à voir le progrès, oui. Il faut continuer à accélérer. Alors, sur des sujets un peu spécifiques, vous avez commencé à parler du groupe de travail, en particulier sur le solaire. Un sujet qu'on va aborder, notamment évidemment aujourd'hui, c'est le sujet de l'autoconsommation, dont on parle évidemment beaucoup et de plus en plus. Votre point de vue? L'autoconsommation, c'est finalement une conséquence assez naturelle de l'arrivée de nouvelles solutions de production d'énergie qui sont à la fois plus décentralisées, plus locales et moins chères. La capacité à produire de l'énergie devient accessible à tous et on voit qu'effectivement les Français, mais particuliers ou entreprises, mais aussi partout dans le monde, les acteurs s'emparent de cette possibilité avec de vrais bénéfices lorsque les projets sont bien dimensionnés entre production et consommation. Et ça, c'est particulièrement vrai souvent pour les entreprises, puisque les moments de consommation peuvent être particulièrement concomitants avec les moments de production, notamment pour le solaire, qui représente l'essentiel des projets d'autoconsommation. Donc c'est sur notamment cette autoconsommation des entreprises, au sens très large, qu'on a mis l'accent en France ces dernières années avec un certain nombre de dispositifs de soutien. Là aussi, à la fois des dispositifs de simplification et puis du soutien financier, des appels d'offres qui permettent de soutenir des projets. On voit que même en dehors des projets directement soutenus financièrement par l'État, c'est vraiment une réalité. Il y a une attente. Sur l'année 2017, à peu près la moitié des demandes de raccordement ou des déclarations effectuées auprès des gestionnaires de réseau pour du solaire sont des projets avec de l'autoconsommation, surtout de l'autoconsommation partielle, à peu près pour les 2/3, et puis de l'autoconsommation totale quand même pour à peu près 1/3. Et en 2018, ça continue. On a à peu près, sur le réseau de distribution, aujourd'hui, plus de 20 mégawatts de projets qui sont en autoconsommation. Voilà, donc il y a un soutien, mais il y a une attente. Il y a des projets qui se développent. Les appels d'offres continuent. On voit que le développement de l'autoconsommation, ce n'est pas quelque chose de non plus complètement simple. Il y a des équilibres à trouver entre une autoconsommation qui répond à un projet individuel d'une entreprise ou d'un citoyen, et puis garder ce qui fait aussi les valeurs du système électrique français, qui sont une forme d'équité, la péréquation tarifaire, la solidarité entre l'ensemble des consommateurs. Et il ne s'agit pas de développer non plus un système électrique à 2 vitesses, dans lequel on aurait d'une part une minorité d'autoconsommateurs entre guillemets privilégiés et puis d'autre part le reste des consommateurs. Et vous arrivez au sujet un peu sensible, même si ça concerne moins de l'autoconsommation collective. Mais j'insiste, nous on a été très soucieux de faire en sorte que l'autoconsommation se développe avec le système électrique, au sein du système électrique français collectif, avec les réseaux publics et pas contre lui. Alors, l'autoconsommation individuelle se développe. La question est aujourd'hui posée de l'autoconsommation collective. Il y a déjà des possibilités qui existent dans la loi. On commence à voir des projets qui apparaissent, pas encore très très nombreux, mais il commence à y en avoir. Et puis, on souhaite aller plus loin. C'était une des mesures qu'on a annoncées dans le cadre du groupe sur le solaire,
pour étendre le champ géographique sur lequel on peut faire des opérations d'autoconsommation collective, pour qu'une entreprise, par exemple, puisse plus facilement s'associer avec un bâtiment de consommation résidentielle ou un bâtiment administratif qui est à côté pour mettre en commun leur production et leur consommation. Bon, les parlementaires ne nous ont pas tout à fait suivis ces derniers jours dans la commission mixte paritaire sur la loi Elan, mais il y a une disposition qui est en projet dans la loi Pacte. Voilà, et il faut qu'on trouve cet équilibre, qu'on montre qu'on est bien dans quelque chose qui est équilibré et qu'on arrive à convaincre les parlementaires d'avancer sur ce sujet-là. Alors, on va avancer sur un autre sujet dont je parlais en introduction, les corporate PPA. Alors, on a parfois un peu d'incompréhension en France. On a l'impression que c'est pas faisable. Alors, Virginie Schwartz. Alors, d'abord, c'est clairement faisable et il y en a. Donc, voilà, ça, c'est la meilleure chose. Et je dirais même, ça n'a rien de nouveau. C'est peut-être un peu nouveau pour le solaire et pour l'éolien, mais sur d'autres techniques de production d'électricité, y compris renouvelables comme l'hydroélectricité, on a eu, dès quasiment le début du siècle dernier, des contrats entre des industriels et des centrales hydroélectriques qui étaient des PPA. Donc, non seulement c'est possible, mais on souhaite que ça se développe. On souhaite que ça se développe parce que, voilà, finalement, c'est une des modalités pour une entreprise de participer au développement des énergies renouvelables. Bien sûr, elle peut autoproduire, autoconsommer, mais elle peut aussi faire produire par d'autres. Et faire produire par d'autres, c'est soit acheter sur le marché, acheter de l'électricité verte ou soi-disant verte, et donc le plus souvent acheter des garanties d'origine. Mais ça, c'est avant tout une transaction financière dont l'impact sur le développement effectif des énergies renouvelables n'est pas toujours évident. Et puis, elle peut signer un contrat directement avec un producteur d'énergie renouvelable. Dans le meilleur des cas, ça va contribuer au développement de ce champ, de ce site d'énergie renouvelable. Et puis, de cette manière-là, à la fois sécuriser son approvisionnement, comme l'a dit Thomas Courbe, c'est voilà, la capacité à sécuriser pour les 15, 10, 15, 20 prochaines années un approvisionnement à prix fixe dans un univers où on voit quand même plutôt les prix de l'électricité augmenter du fait des prix du CO2 notamment. Et puis, elle peut aussi remplir ses objectifs en matière d'électricité verte. Je crois que tout à l'heure, on parlera de l'initiative RE100, oui, tout à fait. Voilà, et des entreprises qui s'engagent à faire 100% d'électricité verte. On voit que c'est un élément très positif et qu'il y a des entreprises françaises déjà qui s'engagent là-dedans, mais que l'Europe est plutôt un peu en retard sur ce sujet des PPA. Ce sont plutôt les GAFA qui ont été en première ligne et qui continuent à l'être. Aujourd'hui, les GAFA achètent on estime presque 2 gigawatts sur les 7 qui sont commercialisés en PPA dans le monde. Donc c'est assez considérable. Et sur ces 7, il y en a à peu près 1,5 qui sont en Europe. Donc l'Europe est vraiment en retard. Et au sein de l'Europe... C'est pour ça aussi que la France est un peu prudente aussi. Alors je ne sais pas si on est prudent. Nous, on est très favorable, mais... En France, les conditions historiques ne poussaient pas à développer ce type de contrat, puisque les entreprises bénéficiaient globalement de prix de l'électricité qui étaient bas et que les énergies renouvelables bénéficient de tarifs de soutien qui assurent la rentabilité des installations et qui sont très largement accessibles aux porteurs de projets. Donc voilà, la combinaison des deux fait que des deux côtés, il n'y avait pas forcément de besoin immédiat d'aller chercher des solutions du type PPA, mais tout simplement la baisse du prix des énergies renouvelables change le contexte, même si je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Fatih Birol sur le fait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et que pour l'instant on a besoin de continuer des dispositifs de soutien. La perspective, c'est bien quand même que les prix continuent à baisser, que ces dispositifs se réduisent et que par rapport aux autres solutions, les ENR soient de plus en plus
compétitive. Donc voilà, pour nous, ces PPA, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant pour les entreprises qui sécurisent leurs approvisionnements, pour les producteurs d'énergie renouvelable qui peuvent sécuriser des contrats. Notamment, je pense à quelque chose qui va arriver en France dans les prochaines années, qui va être les champs qui vont arriver en fin de contrat d'achat, qui auront des prix assez bas, qui seront des champs amortis, qui pourront encore fonctionner pendant un certain nombre d'années, mais sans soutien public. Là, il y a vraiment quelque chose de donnant. Et pour la collectivité, et donc pour les pouvoirs publics, c'est aussi une façon de développer les énergies renouvelables à moindre coût collectif. Et on pense aussi à nos impôts à tous. Vous voulez rajouter quelque chose, que je passerai la parole à Jean-Louis Bal, évidemment, sur tout ce système. Non seulement c'est possible, mais nous, on souhaite les encourager. Il faut qu'on soit créatif sur la façon de l'encourager. Finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est pas quelque chose qui se soutient de la même manière qu'un parc renouvelable classique. Il y a besoin sans doute à la fois de simplification administrative et de facilitation de procédures, comme toujours, et puis peut-être de réfléchir aux conditions économiques. Il y a des travaux, la profession s'organise, il y a des travaux qui se mettent en place, notamment par exemple pour réfléchir à un contrat standard d'approvisionnement qui pourrait être mis en place pour les PPA, et donc faciliter la vie de tout le monde. C'est clairement le genre d'initiative auquel nous, on est prêt à s'associer si c'est utile. Et en tout cas, on est tout à fait prêt à continuer ce dialogue à la fois avec les entreprises consommatrices et avec les entreprises du secteur des renouvelables pour trouver les moyens de développer davantage de PPA. Voilà, la main est tendue, le message est passé. Donc Jean-Louis Bal, président du CER, je vous laisse rebondir sur ce que vient de dire Virginie Schwartz. Et Fatih Birol. Aussi, bien sûr. Oui, et bon, ils ont déjà tout dit. Hein. Non, pas tout encore. Non, moi, je voudrais revenir sur quelques points. D'abord, pourquoi y a-t-il aujourd'hui un intérêt pour les PPA, pour l'autoconsommation ? Et c'est notamment sur les progrès de compétitivité des énergies renouvelables, donc la baisse des coûts qui ressort des appels d'offres photovoltaïques. Le dernier appel d'offres photovoltaïque centrale au sol, le prix moyen demandé était de 52 € du mégawattheure pour les grandes installations donc au sol, à comparer avec le prix actuel du marché de gros de l'électricité qui se situe entre 50 et 60, voire même un peu plus quand on veut faire de l'achat à terme. Donc il y a ces progrès de compétitivité et qui est aussi lié à quelque chose qui a été souligné par aussi bien Thomas Courbe que Fatih Birol et Virginie Schwartz, c'est l'augmentation du prix du CO2. On a en France la contribution climat-énergie donc qui va poursuivre, on l'espère, on y veillera donc dans la loi de finances, qui va poursuivre donc sa progression. Et ça doit alerter les entreprises sur le fait que les combustibles fossiles vont continuer à augmenter. La réforme du système de quotas européen commence à porter ses fruits, puisqu'on voit apparaître des prix du CO2 supérieurs à 20 € la tonne. Avec nous, on pense qu'il faudrait prix du carbone qui commence un peu à revenir. On en avait pas mal parlé il y a 2-3 ans, mais là, ça revient. Ouais. Nous, on pense qu'il faudrait avoir un prix plancher du carbone qui soit au moins de 30 € la tonne de CO2. Hein. C'est ce qui fait basculer, c'est le niveau qui fait basculer le charbon vers le gaz, enfin, qui élimine le charbon au profit du gaz. Et puis après, il faut continuer, et ça ne fera que favoriser le développement des énergies renouvelables. L'autre facteur que je voulais particulièrement souligner, c'est que les PPA, ça ne concerne pas que l'électricité. Et tous ceux qui existent déjà en France, c'est plutôt sur la chaleur, voire sur du gaz. On parlait du fonds chaleur tout à l'heure, justement, donc avec Thomas Courbe. Oui, donc j'ai bien entendu ce que Thomas Courbe disait sur le fonds chaleur et qui pourrait nous satisfaire. Là aussi, on sera très vigilant dans le cadre de la loi de finances. Mais donc, les PPA sur la chaleur, avec
le fonds chaleur et en particulier donc son volet qui était consacré aux entreprises. Il y a déjà plusieurs références et je voudrais souligner une référence exceptionnelle, hein, et j'en profite pour féliciter Marc Roquette remercier Marc Roquette de sa présence, mais le féliciter pour ce qu'il a fait quand il était à la tête de l'entreprise Roquette et l'installation de géothermie à Beinheim, qui est une première mondiale, il faut le dire. Hein. Et donc, il y a eu la constitution d'une entreprise d'exploitation du forage géothermique avec Électricité de Strasbourg, la Caisse des dépôts et l'entreprise Roquette. Et l'entreprise Roquette était ensuite l'acheteur de la chaleur produite. C'est un investissement considérable. C'est 24 mégawatts de production de chaleur. Alors ça tombe bien parce qu'il va monter sur scène dans un instant en plus. Et donc oui, la chaleur, moi j'ai bien noté aussi ce qu'a dit Fatih Birol sur le fait qu'il n'y avait qu'une vingtaine de pays qui avaient des politiques d'incitation au développement de la chaleur renouvelable. La France, de ce point de vue-là, est assez exemplaire. Alors évidemment, elle peut encore aller beaucoup plus loin parce que le fonds chaleur, c'est quand même un des instruments les plus efficaces qui soient. Alors ça, c'est sur cet aspect-là. Peut-être, pour vous, c'est important. On parle de PPA, mais on a bien rappelé quand même que ça ne peut pas être décorrélé d'un soutien aussi aux énergies renouvelables. Pour vous, c'est vraiment important. Hein. Oui. Alors, effectivement, aller vers des PPA, aller vers de l'autoconsommation, aujourd'hui, avec les conditions économiques telles qu'on les connaît, ça nécessite toujours un soutien public. Je pense qu'un jour, ce soutien public prendra d'autres formes. On n'aura pas nécessairement toujours besoin de subventions, mais on a surtout besoin d'avoir des prix qui soient garantis sur le long terme. On disait tout à l'heure que le prix de l'électricité photovoltaïque est aujourd'hui inférieur au prix de marché de gros. Mais personne ne sait ce que sera le marché de gros dans 3 ans et a fortiori sur la durée d'un PPA qui pourrait être de 15 ans par exemple. L'intérêt de cette démarche des PPA, c'est de pouvoir s'inscrire dans ce qui a été initié il y a maintenant 2 ou 3 ans, hein, avec l'introduction donc de la production d'électricité renouvelable sur le marché avec le soutien via un complément de rémunération. Donc un PPA pourrait parfaitement s'inscrire dans cette démarche-là. C'est une façon de vendre son électricité sur le marché. Et alors, on a peut-être une particularité aussi en France, on en parlait avec Virginie Schwartz il y a un instant, c'est vrai aussi peut-être trouver un bon équilibre. D'un côté, on sait qu'il y a la connexion au réseau, il y a aussi ce type de fourniture, donc par le biais de PPA. Aussi, il y a une réflexion engagée sur cet aspect-là. Alors oui, effectivement, on a aujourd'hui, si on développe cette activité de PPA, à aussi regarder comment on va intégrer tout ça sur le réseau, comment on va faire l'équilibrage. Et donc là-dessus, et je fais le lien avec l'autoconsommation, hein, c'est pas dans notre intention d'attenter aux gestionnaires de réseau. Je pense que les gestionnaires de réseau seront de plus en plus importants dans le cadre du développement des renouvelables et de l'intégration de ces renouvelables dans le système électrique ou dans le système gazier. Et donc, il ne faut pas remettre en cause, effectivement, des choses comme la péréquation tarifaire. Maintenant, il y aura toujours plus de soleil à Nice qu'à Dunkerque. Hein. Donc là, il y aura toujours des consommateurs qui seront mieux placés que d'autres. La péréquation, malheureusement, ne peut pas porter sur la répartition du soleil dans notre pays. Et alors, il y a un autre aspect aussi qu'on va aborder au long de la journée qui est important aussi à souligner avec ces nouveaux contrats qui apparaissent aussi, c'est la question des garanties. Aussi, ça, c'est un point important sur lequel il faut évidemment travailler, si on peut dire. Oui, effectivement. Quand on avait le système de l'obligation d'achat, la garantie pour le producteur d'énergie renouvelable, elle était évidente parce qu'il y avait un acheteur obligé qui est quand même assez solide. Avec
la disposition complément de rémunération, là, on se plaçait déjà sur le marché et c'est cette question donc de garantie sur le marché, elle a commencé à émerger et c'est dans cet esprit donc qu'on a mis en place la question d'un acheteur de dernier recours, je ne sais plus comment était l'appellation exacte, mais qui pouvait se substituer à un éventuel agrégateur qui aurait disparu, par exemple. Et je pense qu'on a aussi, c'est un des thèmes de réflexion d'aujourd'hui, à voir comment on peut diminuer les risques qui peuvent concerner à la fois le producteur, mais également donc l'acheteur. Si je vends mon électricité renouvelable à un magasin Carrefour, je dis Carrefour, je pourrais dire Casino ou Système U, etc. Voilà. Oui, on peut. Mais un magasin... Je crois que Serge Papin va dire le contraire. Un magasin Carrefour, il n'y a rien qui me dit que dans 3 ans, ce magasin n'aura pas sera disparu. toujours Carrefour Oui. ou il sera toujours là ou pas. Donc il y a effectivement une question de garantie et je pense que c'est un des thèmes de la journée. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur cette question de garantie, Virginie Schwartz? Je vous voyais approuver ce que disait Jean-Louis Bal. Alors, je crois que c'est à la fois très important, tous ces systèmes de garantie, parce qu'on est dans des choses nouvelles qui se mettent en place et qu'il faut donner confiance. Il faut donner confiance à la fois aux entreprises qui sont dans ces transactions, mais aussi aux investisseurs et aux banquiers qui financent les opérations. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on avait introduit cette idée d'achat de dernier recours. Et je crois qu'en même temps, il ne faut pas qu'on en surestime les difficultés. C'est-à-dire qu'en dehors du monde de l'énergie, dans le reste du monde économique, les entreprises ont des transactions entre elles avec effectivement de part et d'autre des entreprises qui disparaissent, qui réapparaissent, qui bougent, qui changent, qui ferment leur magasin et elles savent le gérer. Voilà. Tous les fournisseurs, tous les gens qui vendent à Carrefour gèrent leurs relations avec Carrefour. Je pense qu'on peut y arriver aussi quand on parle de PPE sur les énergies renouvelables. Voilà, donc il faut traiter ces sujets, c'est important pour la confiance, c'est important pour les investisseurs et donc à la fin c'est important pour le prix qu'on paye. Mais il ne faut pas qu'on surestime non plus les difficultés et que ça nous paralyse et que ça nous empêche d'aller de l'avant. Je sais que ce n'était pas ce que tu voulais dire. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de 2 micros. Oui, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas surestimer les problèmes qui peuvent survenir. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans les énergies renouvelables qui nécessitent un investissement capitalistique élevé, on a besoin de confiance sur la durée. C'est pas comme si on pouvait avoir un contrat sur 3 ans. On a besoin d'un contrat sur 15 ou 20 ans pour pouvoir amortir un investissement dans les renouvelables. Non ? En tout cas, pour rebondir sur ce que disait Fatih Birol, ce matin, on va avoir plusieurs exemples d'entreprises. Je crois que ça, c'est aussi ça qui est encourageant. C'est qu'on va voir qu'en France aussi, il se passe plein de choses et qu'on est là pour en parler. Oui, effectivement. Et donc, je voudrais revenir sur ce que disait Virginie tout à l'heure. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'électricité verte qui n'engendre pas nécessairement de nouveaux développements. Ici, il s'agit quand même que des entreprises investissent pour qu'il y ait de nouvelles capacités ou pour permettre de prolonger l'existence d'investissements qui sont arrivés en fin de contrat d'achat dans le cadre de l'obligation. Et donc, il commence à y avoir un certain nombre de parcs, notamment éoliens et bientôt photovoltaïques, qui vont pouvoir entrer sur le marché. Et là, il y a une véritable opportunité qu'on peut d'ailleurs conjuguer avec un renouvellement des parcs. Je déteste le mot repowering. Un renouvellement des parcs. Là, il y a une réelle opportunité parce que là aussi, c'est beaucoup plus que des garanties d'origine. On va pouvoir donc prolonger la vie de parc, voire augmenter leur production. Et ça peut se faire dans ce cadre de PPA ou d'autoconsommation. Merci beaucoup à tous les 3, en tout cas pour cette introduction. Merci Fatih Birol, Jean-Louis Bal et puis Virginie Schwartz. On peut vous applaudir évidemment pour cette ouverture.